Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans votre émission Théma que nous consacrons ce soir à la question de la citoyenneté, un thème qui interpelle gouvernants et gouvernés, puisqu'il n'y a pas de démocratie véritable sans une meilleure participation des citoyens dans les affaires de la cité. Alors, question, c'est quoi la citoyenneté? Quel est le rôle du citoyen dans une démocratie? Quelle est la responsabilité des intellectuels et de l'État dans la construction citoyenne? La conscience citoyenne est-elle en éveil ou en crise dans nos États? Des questions que nous allons aborder avec nos invités. À ma droite, Clément Dambélé, bonsoir. Bonsoir, M. Ataïa. Monsieur Clément, vous êtes professeur universitaire, enseignant-chercheur. Vous êtes aussi très actif dans la vie associative. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. À ma gauche, nous avons Bokar Baba Larabe. Bokar Baba Larabe, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes inspecteur du Trésor. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que vous avez beaucoup écrit sur les questions de citoyenneté. Merci de répondre à notre invitation. Merci, Mohamed. Et on présente ici Dr Ibrahim Haïdara. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, donc certainement que vous allez nous parler ici des comportements des citoyens et qu'est-ce qui peut expliquer souvent certains agissements des citoyens. Merci. Voilà pour le décor. C'est parti pour 45 minutes de débat. Ma première question s'adresse à professeur Clément Dambélé. Clément, dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi la citoyenneté? Merci, M. Ataïa. La citoyenneté c'est défini comme un certain nombre de comportements, d'état d'esprit, de bien vivre ensemble dans une structure bien déterminée, dans la société. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du quartier, de la région, de l'État. Un citoyen, il y a aussi le citoyen du monde. Donc un citoyen, c'est quelqu'un qui se comporte bien en respect avec les règles de la société, en respect avec la loi, en respect avec les principes fondamentaux de la société. Donc la citoyenneté, c'est quelque chose qui se construit. On n'est pas citoyen, on devient citoyen. On est habitant d'un quartier, on est habitant de quelque part, mais on devient citoyen en apprenant le bon comportement, en apprenant la bonne façon de faire. Vous savez, lorsque quelqu'un vit dans une société, et qu'il respecte les principes fondamentaux de la société, qu'il respecte les règles de la société, qu'il respecte la nature même du fonctionnement et qu'il a la volonté de faire fonctionner ces règles dans le bon sens, il s'appelle citoyen. Donc la citoyenneté, c'est un acte, c'est un comportement, un état d'esprit, une moralité. C'est un ensemble de philosophies qui régit le bon fonctionnement d'une société par les citoyens. Merci bien, professeur Clément. Et Bokar Larabe, c'est quoi la citoyenneté? Alors, un citoyen, il faut le situer toujours dans le cadre d'un État. Et le citoyen, c'est par rapport à ses devoirs, c'est par rapport à ses obligations, c'est par rapport à ses droits civils et politiques. Donc, on se situe toujours, mais en réalité, autant que nous sommes, nous nous construisons à partir de notre héritage génétique, à partir de l'histoire de notre vie, à partir de beaucoup de choses, notamment le paysage extérieur, qui est à la fois déterminé par l'homme et par Dieu, parce qu'on trouve les montagnes, les collines, les mers. Et nous nous construisons aussi par le paysage humain, qui en réalité, c'est toute l'histoire, c'est l'État, c'est tout ce que l'on a comme règles et autres là. Le paysage intérieur que nous faisons à partir de cela découle de tout cela. Donc, un citoyen est complexe. On ne peut parler de citoyen sans État. Merci. Pas de citoyen sans État. Monsieur Docteur Haïdara, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que déjà vous partagez, vous êtes d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la notion de la citoyenneté? Tout à fait, avec les deux invités, on partage le même avis. Je vais aller plus loin pour dire qu'un citoyen, déjà étymologiquement, ça vient du mot civis, donc quelqu'un qui a droit de citer. Et quand on a droit de citer, on a aussi des devoirs. Donc là, on est tout à fait unanime. Par contre, ce qui est très important, c'est le sens de la responsabilité, le sens d'appartenance. Quelqu'un qui se dit citoyen, il doit bien entendu se dire j'appartiens à une communauté, mais le mieux, j'appartiens à un État. Parce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui peut brandir son passeport, c'est quelqu'un qui peut dire voilà, j'ai telle ou telle nationalité, je représente tel ou tel État. Et quand on a tous ces éléments, on doit aussi avoir l'amour
Donc l'amour du pays, l'amour d'être citoyen. Et on doit être fier d'être citoyen. Et pour aller même plus loin, un citoyen, quand on exagère, c'est un patriote. Donc, quelqu'un qui est prêt à se battre pour son pays. Mais à condition que l'État soit là, que l'État soit en mesure de défendre ses citoyens. Donc il faut une certaine justice qui soit là. Un État qui n'a pas de justice, le citoyen, déjà, prime abord, il se sent abandonné, il se sent marginalisé. Donc c'est très important que la structure étatique soit là, qu'une culture soit là, une identité, une appartenance et aussi une responsabilité. Très bien, monsieur docteur Aïdara, Clément, je reviens à vous. Et un homme averti, un homme non averti est un sujet, un homme averti est un citoyen. Docteur Clément, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que dans nos États, il y a une conscience citoyenne? Alors, la conscience citoyenne se construit en plusieurs phases. C'est le principe de l'éducation. C'est aussi le principe d'information du droit et du devoir. Après, c'est le principe de comportement qui est l'application de ces règles de fonctionnement. Vous savez, la citoyenneté est pour un État ce que la jurisprudence est pour le droit. C'est qu'un citoyen, c'est une prise de conscience, c'est d'abord une conscience. Et quand on rencontre un bon citoyen, c'est un homme plein. C'est la plénitude de l'homme dans son comportement dans la société. Définition d'Aristote. Et dans cette définition, dans cette perspective, aujourd'hui, il y a une remise en cause de la citoyenneté. En Afrique, en général. Cela est dû à la mutation sociale. C'est des phénomènes sociétaux. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a l'émergence d'une conscience citoyenne qu'on voit surtout sur l'espace, dans l'espace d'expression politique et dans l'espace d'expression journalistique, on voit la citoyenneté. Si vous voulez, la citoyenneté s'exprime aujourd'hui à deux volets. Au niveau des journalistes, on sent une émergence d'une nouvelle génération de journalistes qui sont engagés et qui dénoncent et qui constituent un pouvoir de contrebalance pour équilibrer les faits. Mais il y a aussi une émergence des citoyens aujourd'hui sur l'espace politique, et même qui n'a pas trop de force encore, mais on rencontre encore ces genres de citoyens qui émergent au niveau de la société civile. Et quand je définis la politique, ce n'est pas la politique politicienne, mais la politique dans l'engagement de l'homme dans la gestion de la société. On voit ces deux volets, ces deux émergences d'une nouvelle race de citoyens en Afrique. Tantôt il y a la crise, tantôt il y a l'émergence de nouveaux systèmes de citoyenneté par la dénonciation, par l'activité, on en viendra en détail. D'accord, le citoyen, c'est le moteur de sa propre histoire, mais aujourd'hui, nous assistons quand même à des citoyens passifs, voire immobiles, face à certains agissements souvent antidémocratiques de nos dirigeants. Qu'est-ce qu'explique cela? C'est très, 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 très difficile à expliquer ou à comprendre. C'est-à-dire que il y a quelques années de cela, on pouvait facilement être fier de dire qu'on est citoyen de tel ou tel État. Que ce soit du Mali, du Sénégal, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis. Mais on constate avec tout ce que les hommes politiques, les hommes et femmes politiques font dans ce monde, en tout cas, la société prend une certaine méfiance dans son engagement. C'est-à-dire les individus qui devaient normalement s'impliquer plus qu'au-delà de la communauté dans laquelle ils appartiennent ou des quartiers, ils se disent ça ne sert à rien parce que ces hommes politiques, on a l'impression qu'ils n'aiment même plus leur pays, ils n'aiment même plus leurs citoyens. Et donc ce qui fait qu'il y a des comportements, des frustrations de plus en plus présentes, de plus en plus aiguës, qui existent chez ces individus qui ne veulent même plus se reconnaître à aucune société que ce soit. C'est là où, en tant que psychologue, je trouve qu'on a quand même importance, en tout cas, on doit beaucoup réfléchir sur les conséquences de ces changements, de ces mutations sociales qui sont là, mais aussi ces différentes personnalités qui se construisent au niveau des hommes politiques, mais aussi au niveau des citoyens. Quand un citoyen frustré n'aime plus son pays ou est prêt à salir l'image de son pays par quelque motif que ce soit, là on est devant un danger. Et quand on trouve une société qui est de plus en plus agressive, une société qui n'a plus intérêt de se battre, qui n'a plus intérêt de s'engager, là, les psychologues s'interrogent sur les conséquences sur le long terme. Parce que la nation malienne, pour le citer que celle-là, elle n'a jamais été si bas.
il n'y a plus de culture, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus de respect de l'autre, il n'y a plus de respect de l'État, parce que l'État n'existe pas, ou parce qu'on ne comprend plus cet État. Donc c'est là où le mal blesse. Et docteur Aïdara, c'est votre position à vous, et je me tourne vers l'arabe, Bokar l'arabe, Baba l'arabe. Bokar, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression aujourd'hui que la citoyenneté est en marche dans nos pays, pas seulement au Mali, mais dans le reste de l'Afrique? La citoyenneté est en véritable crise. Et la citoyenneté ne dépend pas exclusivement du citoyen. En fait, il faudrait construire la citoyenneté dans la glaise, dans le marbre du social. Prendre par exemple, à bâton rompu, la gestion du monde rural. Est-ce que ça se fait très bien? Est-ce qu'en réalité, la république, la chose publique est vraiment la chose publique en ce sens que les défavorisés et que l'État qui est là pour faire triompher l'intérêt général face aux appétits des particuliers, est-ce que l'État joue ce rôle? Prendre la décentralisation qui est en crise et qui est dans une situation très très difficile et avec les libertés que l'on donne. Prendre par exemple la formation, prendre ce que l'on appelle culture, prendre par rapport à l'emploi. C'est à partir de ces déterminants que l'État, en agissant positivement, peut amener le citoyen à être bon citoyen. De toutes les manières, il faudra un préalable. Tout le monde ne deviendra jamais bon citoyen partout dans le monde. Mais le comble chez nous, c'est que on peut dire que le citoyen est même rare, et s'il y a vraiment un citoyen, c'est peut-être qu'il ne comprend rien. Ou bien il est marginalisé. Et cet état de fait ne dépend pas particulièrement, ou du moins dépend particulièrement de l'État. Et je crois que j'ai répété M. Aïdara autant que l'autre. D'accord. La répétition, elle est pédagogique en télévision. La répétition, elle est aussi possible. Donc, je vais vous faire réagir par rapport à cette citation de Platon dans la République. Platon, que vous connaissez certainement, le philosophe grec de l'Antiquité, dit: lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois et ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là que règne en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Fin de citation. Clément, première réaction. La réaction, c'est que quand Platon dit ça, il s'inspire, il se base en tout cas sur 3 niveaux. Le premier, c'est l'autorité, la représentation de l'autorité dans la cité. C'est-à-dire que l'autorité a le devoir de ce qu'on appelle la représentation du pater. Les psychologues en savent quelque chose. Lorsque l'autorité représente le père incarne tout ce qui est la protection, tout ce qui est le devoir d'orientation, tout ce qui est le devoir d'accompagnement, dans le bon sens. Platon, en deuxième phase, nous évoque ce qu'on appelle le respect aussi de l'autorité. C'est-à-dire de façon non pas ascendante, mais de façon descendante. C'est-à-dire que ceux qui sont gouvernés doivent avoir les principes des valeurs à respecter dans la société. C'est que le citoyen, c'est celui qui accepte d'être gouverné, mais celui aussi qui gouverne et qui accepte de bien gouverner. C'est dans les deux sens. Et le troisième niveau, Platon le situe dans les valeurs morales. C'est que la citoyenneté chez Platon est liée principalement aux valeurs morales. Et les valeurs morales tirent l'essence dans la culture, dans la tradition, par la transmission d'une génération à une autre. Donc à ce moment-là, un citoyen, c'est finalement qui? C'est quelqu'un qui a le devoir, c'est quelqu'un qui a le droit, c'est quelqu'un qui sait bien gérer le bien public, c'est quelqu'un qui accepte aussi d'être bien géré. Je vais vous dire une chose, M. Atter, c'est que la citoyenneté se situe non seulement à celui qui est géré, c'est-à-dire que dans mon comportement de tous les jours, en tant qu'habitant du Mali, par exemple, ou habitant de la Côte d'Ivoire, ou de la France, je suis quelqu'un qui se comporte bien dans cette société parce que j'ai la volonté, j'ai l'amour de l'environnement, du pays, du quartier dans lequel je vis et je veux que ça soit bien fait. Mais aussi, le citoyen, c'est celui qui a la responsabilité de gérer le bien du public, le bien public, et qui a l'amour et l'éthique, la morale
de bien gérer. Donc les citoyens, ce n'est pas seulement l'État, parce que l'État finalement, en définition, si on continue avec la logique de Platon, l'État c'est l'ensemble des individus gouvernants et gouvernés. Donc l'État c'est non seulement les dirigeants, mais l'État c'est aussi les habitants, les citoyens qui vivent dans la cité, dans la communauté. Et qu'ensemble, ils respectent le devoir et le droit. Oui. Et M. Boucar l'Arabe Touré, première réaction sur cette citation de Platon. Est-ce que cette citation pour vous est d'actualité aujourd'hui? En fait, cette situation, je crois que nous tous, nous l'avons lue, nous l'avons rencontrée et on est impressionné comment quelque chose de beaucoup de temps avant Jésus est encore d'actualité. Mais il faut opposer à Platon, peut-être depuis l'Odyssée, on dit que quand le roi craint Dieu et pratique la justice, la terre noire produit le blé et l'orge en abondance. Qu'est-ce que ça signifie? Le citoyen, c'est en fonction d'un chef qui est là. Et quand Hugo dit que le coupable, ce n'est pas celui qui crée, qui fait le péché, mais celui qui crée l'ombre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Du temps de Platon, où en réalité, on peut considérer qu'au niveau de mœurs, au niveau de la morale, au niveau de on a, jusqu'au Moyen-Âge, on a une certaine qualité d'homme. Et on est peut-être même avant les religions révélées, des religions révélées, il y a un certain monde assez moral, assez social. Ce n'est pas comme ce temps. Et je voudrais dire ce mot-là. Deux mots d'Alexis Carrel. Il dit que l'humanité n'a jamais gagné par l'effort de la foule. Elle est poussée en avant par la passion de quelques individus, par la flamme de leur intelligence, par leur idéal de science, de charité et de beauté. Qu'est-ce que ça signifie? Notre citoyenneté est d'autant plus positive que, en réalité, le sommet, ce qui nous gouverne, est d'une certaine qualité. Et il dit que dans presque tous les pays du monde, il y a une diminution du calibre intellectuel et moral de ceux qui portent la responsabilité de la direction des affaires politiques, économiques et sociales. Et il dit, ce sont surtout, je termine tout de suite, ce sont surtout la faiblesse morale et intellectuelle des chefs et l'ignorance qui mettent en danger notre civilisation. Chez les individus ordinaires, le pouvoir est un stupéfiant terrible, une drogue dure qui émousse la sensibilité et obscurcit le jugement. En réalité, au niveau de Platon, l'individu a une position centrale parce qu'il a une société bien arrangée, bien ordonnée, où quelqu'un respecte son statut, où quelqu'un est là pour... Maintenant, on n'est pas dans cette société-là. D'accord, on n'est pas dans cette société. Pour vous, aujourd'hui, notre société est désorganisée. C'est le désordre qui règne, l'anarchie, on vous le concède. Docteur Aïdara, votre analyse sur... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nous sommes dans un monde, c'est-à-dire en perte de valeur? On est effectivement dans un monde en perte de valeur. Et ce n'est pas seulement qu'au Mali. Donc on n'a pas à pleurer seul. C'est-à-dire que le monde est en profonde mutation, les sociétés sont en profonde mutation, les individus sont en profonde mutation. Il y a des valeurs au niveau de l'État qui n'existent pas, qui ne sont plus défendues par nos responsables politiques ou certains de nos responsables politiques. Il y a des valeurs sociétales, en tout cas des bases sociétales qui étaient défendues depuis tout temps, qui ne le sont plus. C'est ce qui explique pour la plupart du temps la montée de l'extrémisme dans beaucoup de pays occidentaux. Et des partis politiques, des mouvements se lèvent, disent mais non, nos dirigeants n'arrivent plus à défendre nos entités. Les entités qui nous représentent. Je suis malien, je veux que le malien il soit comme ça. Je suis allemand, il faut que l'allemand il soit comme ça. Donc, tant que ces valeurs ne sont pas défendues, tant que ces valeurs ne sont pas soutenues par la société, on va être en profonde frustration. Platon, il est visionnaire. Ce n'est pas un philosophe du siècle dernier. Donc, c'est quelqu'un quand même, quand on le lit, quand on entend cette citation de Platon, on a l'impression qu'on est concerné. Ici, on est concerné ailleurs. C'est pour vous dire que toutes ces problématiques sociétales qui existent, cette fuite du citoyen, ça se sent partout. Mais peut-être que dans les sociétés occidentales, moi je n'ai pas peur, parce que l'État est parfois beaucoup plus fort. Parce qu'à un moment donné, le citoyen, il n'a pas le choix. Il faut qu'il s'engage. Il sait qu'avec son bulletin de vote, il fait changer des choses. Il sait que quand il est jeune, il doit s'engager. Il fait son service militaire, sous quelque forme que ce soit. Ça n'existe pas dans nos pays. C'est-à-dire que pour être citoyen, à la base, il y a deux valeurs. Celle
défendue par l'État et celle défendue par nos familles. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à structurer ces deux entités, on aura du mal à survivre. Même si on est devant un État fort, si le citoyen ne se reconnaît pas comme citoyen d'un État, on sera très mal. D'accord. Et merci, docteur Aïdara. Et toujours, nous allons rester au Mali avec la première République, la première génération de leaders maliens. On disait que c'était des patriotes. Modibo et ses camarades étaient des patriotes. Leur credo, c'était servir le Mali et non se servir de lui. Et d'ailleurs, l'imaginaire malien dit qu'avec la première République, on a honte de voler. Avec la deuxième République sous Moussa Traoré, on a peur de voler. Avec la troisième République, on n'a ni peur ni honte de voler. Monsieur professeur Clément Dambélé, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé, c'est les institutions qui ont beaucoup changé et par ceux qui dirigent ces institutions. Vous savez, nous sommes dans une société où la valeur, le paraître a plus de valeur sociologique que l'être actuellement. Dans une société où on peut voler, être fier de voler. Dans une société, où on se vante de voler. Dans une société où on dénonce sur une liste des gens qui volent et qu'il n'y a personne qui réagit, il faut dire que l'autorité de l'État devient un phénomène quasiment absent. Ce changement qui s'est opéré chez nous depuis une trentaine d'années, parce que ce n'est pas très longtemps dans l'histoire du Mali, depuis une trentaine d'années, qu'il y a le taux de corruption a flambé, que certains n'ont même plus honte de voler, au contraire, ils sont fiers de voler. Que actuellement, c'est au Mali, il faut le dire, qu'on voit une certaine couche qui devient fonctionnaire au bout de 1 an, 2 ans, ils font des grandes réalisations et personne ne se pose la question. Et qu'on sait très bien que ceux-là, ils volent et qu'il n'y a rien qui se dit. Que le père accepte d'aller, par exemple, donner de l'argent, se faire accompagner par son enfant et aller corrompre devant l'enfant. Que le père ou la mère accepte de mentir et faire mentir l'enfant. Que le représentant de l'État, que le père, accepte de mentir et de tromper, de tricher. Il est de cela que dans ce pays, on perd les valeurs. Parce que la citoyenneté, c'est avant tout une valeur. On perd ces valeurs et on se dirige vers la décadence. Et cette décadence se manifeste par 3 phénomènes fondamentaux. La première chose, ça se manifeste par la méfiance des individus vivant dans la société. Un exemple, le Malien se méfie beaucoup de celui qui le dirige. Le Malien lambda, comme disait notre aîné, M. Larabe, dans sa citation, le citoyen ordinaire, même si je ne suis pas toujours d'accord avec l'expression citoyen ordinaire, mais le citoyen ordinaire, le Malien, ne fait plus confiance à son dirigeant. Parce que le dirigeant ne joue pas le rôle de celui qui doit protéger, celui qui doit être dans la probité morale. La deuxième chose, c'est que les enfants n'ont plus de respect envers les parents. Parce que les parents sont devenus débonnaires. Pour revenir à Platon, on ment, on triche, on fait ce qu'on ne doit pas faire, l'inacceptable devant l'enfant. L'enfant devient même le complice de l'escroquerie du parent. La troisième chose, et je termine là-dessus, c'est que les jeunes qui constituent l'avenir de ce pays ne font plus confiance à leur propre destin. Parce qu'il n'y a pas une perspective de vision dans la société dans laquelle ils vivent. Et cela fait qu'on perd ce qu'on appelle l'identité, on perd le repère, on perd le sens dans lequel on doit se trouver, le boulevard se débouche et ça crée la frustration. Et pour citer sur Manfred, comme on accompagne d'un psychologue, de la frustration naît l'agressivité. L'agressivité est fille de la méfiance et du désespoir. D'accord. Docteur, merci professeur Clément Dambélé. Docteur, nous allons nous intéresser à votre casquette de psychologue pour expliquer ce changement, cette mutation. Qu'est-ce qui explique ce comportement des Maliens aujourd'hui? Première République, Troisième République. Je crois que les transformations ont été beaucoup plus profondes sur les dernières décennies. Je dirais maximum 20 ans.
Parce que ce soit sous Modibo Keïta ou sous l'ancien général Moussa Traoré, il y avait quand même... Toujours général. Oui, toujours général, mais l'ancien président, excusez-moi de lapsus, le général Moussa Traoré, c'était quand même des présidents qui étaient reconnus pour leur rigueur. Et il y avait quand même une institution beaucoup plus forte, c'est-à-dire que la corruption n'atteignait pas ce niveau. Parce que ça change tout. Quand on corrompt tout un système, c'est très facile de le remettre au travail. J'espère vivement qu'on va guérir de ce mal. Mais là où moi je crois que les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses pour nous, individus, d'une cité, donc citoyens, c'est quand la démocratie est apparue dans ce pays. C'est-à-dire qu'on était pratiquement dans un cercle. On n'arrivait pratiquement pas à bouger, on a commencé à bouger un peu, et puis dès qu'on nous a laissé dire, les gens ont mal compris le message. C'est-à-dire que la démocratie n'a pas été bien expliquée aux gens. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que la démocratie, ça veut dire tout est permis. Ils ont mal compris le pouvoir du peuple. Mais le pouvoir du peuple, c'est pas tout faire. Donc, c'est cette démocratie qui est très vite venue chez nous, parce qu'on ne s'y attendait pas si vite. Il y a combien de partis politiques dans ce pays? Il y a combien de structures associatives? Donc, les gens, ils se sont dit, allez, on y va. Sauf que ces gens, ils ont abandonné aussi leurs propres valeurs, ce qu'on avait déjà parlé ici. C'est-à-dire que ces gens qui ne s'attendaient pas à un changement, le changement est tombé sur leur tête. Du coup, ils ne savent plus que faire, que ce soit en bien ou en mal. Mais on peut être quand même très très positif, je finis par là, c'est-à-dire qu'on a encore des valeurs, le respect envers les aînés, il existe encore, fort heureusement. Les valeurs de respect au sein de certaines familles, ça existe encore. Là où le mal blesse, où le mal fait très mal, c'est là où on n'a plus confiance à un État, où on a peur de cet État. Les jeunes se battent, les adultes se battent, les personnes âgées se battent. Donc tout le monde se dit, quoi qu'il arrive, je me bats dans la dignité, sans corrompre, je n'arriverai pas. Et l'autre, il est arrivé facilement. Donc du coup, c'est le désespoir, c'est un cri, hein? C'est un SOS qui nous est lancé. Ouais. SOS qui nous est lancé, et Bokar Baba l'arabe. Aujourd'hui, l'éthique s'est effondrée sous le charme de l'argent, la corruption généralisée, même démocratisée. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce comportement du Malien? Merci bien. En fait, je viens tout de suite dire qu'en réalité, dans ce pays, il n'y a pas de vol. Dans ce pays, il n'y a pas de détournement. Dans ce pays, il n'y a pas de corruption. Clément, je viendrai à vous. En fait, et vous avez... Dans ce pays, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de corruption. Je viens. Voilà, je viens. En fait, quand on vole, on fait une soustraction frauduleuse. Quand on détourne, il y a toute une science pour masquer le détournement. Quand on est corrompu, quand on fait une corruption, il y a en réalité un état de choc du fait qu'on enfreint une loi, ne serait-ce que sur l'impact moral à son niveau. C'est plus commode de parler de l'Afrique. Quand en Afrique, d'une manière générale, le détournement n'est pas détournement parce que c'est fait au vu et au su de tout le monde. La corruption n'est pas une corruption parce qu'en réalité, c'est un mérite et que les gens s'ajustent. Ça vient du sommet à l'édile, à Amartya, l'Indien, qui a pris le Nobel d'économie. La corruption, en réalité, en Afrique, c'est l'État par son sommet qui est au centre. Et les gens s'ajustent. L'État le dénonce, mais ne le combat plus jamais. L'État l'entretient même. Donc, c'est ce qu'on appelle une complicité passive à ce niveau-là. Ou en quelque sorte active. Et je crois même que active, mais que les gens ne se gênent pas. Et comme le disait l'autre là, en fait, ce n'est plus ce que l'on dit qui est important, c'est ce que l'on dit. Et on doit juger l'homme politique, pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. On dit en matière pénale, on juge les actes par les intentions. En matière politique, on juge les intentions par les actes. Ce que l'on a fait là, c'est ça que l'on veut en réalité. Ce que l'on a dit là ne doit pas avoir de valeur. Donc, quand je lui dis, je dis la même chose que lui, sauf qu'en réalité, quand dans la société, on ne reconnaît plus, quand on vient à l'honneur, à la dignité, à l'enrichissement, à la considération, à l'estime des autres, par le détournement, par la corruption, par le vol,
et qui ne sont pas réprimés, alors est-ce que c'est un vol? Parce que cette société, je ne dis pas qu'elle est immorale ou amorale, mais quand même qu'il y a une éthique qui n'est pas l'éthique ordinaire. Et tout le monde le sait. Et on laisse Oui, faire. ce que vous dites est assez important parce que nous voyons quand même que ceux qui volent, les délinquants financiers sont célébrés. Hein, on les adule presque. Hein, donc c'est vraiment le contraire hein, qui aurait pu se faire, hein, que se passer. Clément, aujourd'hui, les notions d'honnêteté, de patriotisme, les notions d'intégrité, on remarque que c'est des notions vides de sens pour la majorité des Maliens, pour la majorité des Africains. Qu'est-ce qui a changé, Clément? Ce qui a changé, c'est que M. Attier, en profondeur, on n'a pas tenu compte de un moment, on a l'impression que nous avons raté un virage dans notre évolution récente. Que le changement du monde en 90 et en 2000, et je me réfère beaucoup sur le changement du monde en 90, qu'il y a eu ce bouleversement interne du monde par la globalisation. Et que nous avons pris le mauvais wagon du mauvais train au mauvais moment. Ouais. Mais à cela, le problème c'est que, si vous voulez, un moment, nous sommes allés vers un comportement matérialiste qui fait que les intellectuels ont trahi. Nous allons venir sur la trahison ou le complice coupable des intellectuels. C'est la partie que j'ai appelée la responsabilité des intellectuels dans la mobilisation ou la construction citoyenne. Nous allons en venir. Okay. Vous, les intellectuels. Voilà, mais j'ai rebondi là-dessus. Oui, d'accord. Le problème, c'est que... Parce que moi, c'est ce qui j'ai envie de savoir, parce que je disais qu'avec la Première République, parce qu'avec la Première République de Modibo Keïta, avec 50 000 francs de détournement, on est traduit aux assises, on est considéré comme un délinquant économique. Donc il y avait vraiment des valeurs. Comment on a pu basculer comme ça aujourd'hui dans la médiocrité, aujourd'hui dans le... Je ne sais pas, dans ce désordre-là où tout le monde veut s'enrichir au détriment de l'éthique, de la morale publique. Parce que, M. Attier, à un moment, le système de contrôle de l'État a failli. À un moment, le citoyen, qui est notamment la société civile, a été corrompu dans notre société. À un moment, les citoyens maliens, tout simplement, qui payent ses impôts, qui payent les taxes, qui payent ce qu'on lui demande de payer, n'a pas joué son rôle. Vous savez, il ne s'agit pas de s'asseoir au grain, comme on le dit. Il ne s'agit pas de rester dans son salon et de faire le monde et de refaire le monde. Il s'agit d'agir. Et quand on dit d'agir, ce n'est pas d'aller casser dans les rues. Parce que ce qu'on va sortir pour casser, ce sont nos biens. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les dirigeants, ce sont nos biens. Mais il y a une forme de combat qui s'opère par l'organisation de la société civile, par l'organisation des citoyens, par la réaction des citoyens. Et cette absence de réaction vient de la complicité, et je rebondis là-dessus, des intellectuels d'abord. Et des gens qui parlent publiquement et qu'on les écoute. Vous savez, M. Attier, lorsque vous êtes intellectuel, il y a deux formes. Soit vous êtes un intellectuel réactionnaire et que vous dénoncez qu'il y a la forme de lâcheté par excellence, ou vous réagissez, vous informez, vous formez, vous sensibilisez et vous mobilisez les habitants avec lesquels vous êtes. C'est une obligation morale. L'intellectuel malien, à un moment, a failli à ses devoirs moraux. Parce que depuis 90, ça c'est la référence que je vous donne, il y a eu la naissance d'une bourgeoisie comprador au Mali. La naissance d'une nouvelle aristocratie malienne, composée jadis par un réseau d'opérateurs économiques, c'est ce qu'on le savait. Mais depuis 90, il y a la complicité des intellectuels. Vous allez me demander, M. Dambélé, comment ça se fait? Je prends l'exemple du vérificateur général. Est-ce que vous avez vu un jour le nom d'un paysan malien sur la liste du vérificateur général? Est-ce qu'un jour vous avez vu au Mali ici qu'un mécanicien ou un réparateur a détourné 300-400 millions? Il ne le fait pas. Les gens
à qui on donne la responsabilité de l'État. Il ne s'agit pas d'un seul homme qu'on appelle le chef de l'État, le président, mais il s'agit de toute l'équipe. Et j'en viendrai pour vous éclairer sur la gestion de l'État à 3 équipes, si vous me permettez 10 secondes. Oui, 10 secondes, oui. Parce que quand on parle, on pense toujours aux hommes politiques. Vous savez, l'État se gère à 3 niveaux. Il y a ceux qui gèrent l'État parce qu'ils ont un mandat sur le plan politique. Il y a ceux qui gèrent l'État, le bien public, parce qu'ils sont rentrés par concours qu'on appelle des fonctionnaires de haut niveau. Il y a aussi ceux qui gèrent l'État, qui forcément ne sont même pas des Maliens, mais qui ont la gestion des institutions et qui travaillent en collaboration avec l'État. Et vous savez, l'homme politique vient, il fait sa corruption qu'il faut dénoncer, qu'il faut même à la réalité, que les citoyens doivent dénoncer. Mais le drame dans cette société, c'est des intellectuels, des grands diplômés qui ont la gestion du bien public et qui ne partent pas. Parce qu'ils sont là pour 25-30 ans de carrière et qui sont là parce qu'on leur a fait confiance avec les grands diplômes. Ils sont docteurs dans ci, ils sont docteurs dans ça. Vous avez dit, M. Damble, vous-même vous êtes docteur, mais c'est un crime contre l'humanité malienne qu'il faut dénoncer. Et ce sont eux-là qui n'ont pas joué leur rôle de bons citoyens. D'accord. L'intellectuel, par définition, c'est celui-là qui a pour principale activité, c'est-à-dire qui a pour activité, qui s'intéresse aux activités de l'esprit, c'est ça l'intellectuel. Aujourd'hui, Clément dit que les intellectuels maliens ont trahi ce silence coupable des intellectuels maliens. Est-ce que vous, psychologue, est-ce que vous le comprenez? Je le comprends dans un sens. Il n'y a pas que les intellectuels. Tout le monde a failli, en Benodo, comme on dit en Bambara. Mais là où je vais accuser mes collègues intellectuels, c'est qu'ils ont failli même dans leur domaine de compétences. Moi, en tant que psychologue, c'est une profession qui n'est pas connue du tout au Mali. Je suis là depuis 3 semaines, je fais une campagne pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un psychologue. Donc, j'ai un devoir de non seulement protéger mes patients, les accompagner, mais j'ai un devoir d'informer. C'est un devoir qui est fait par l'État, mais le citoyen doit le faire. Là où les intellectuels ont failli, ou certains intellectuels ont failli, c'est qu'ils sont devenus de plus en plus médiocres. Les très bons sont tous partis. Tous. Le Mali est le pays qui formait le plus grand nombre d'intellectuels, qui étaient repartis dans la sous-région, qui étaient partis dans les pays occidentaux. Nous avons combien de dizaines, de centaines de professeurs d'université? Clément est là. Moi, j'ai eu aussi à être chercheur à l'université. Nous sommes combien? La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Pourquoi? Parce que le Mali ne vous offre pas les meilleures opportunités pour exercer votre métier. Exactement. Exactement. C'est parce que le clientélisme est dans, le favoritisme. Le clientélisme est là et on ne reconnaît plus le cadre qui était toujours valorisé. Donc, celui qui tient à son pays, qui est engagé, il se bat. Nous, avec le professeur Clément, on se connaît en France. On s'est engagé, on a un parcours de citoyen. On s'engage même à l'extérieur du Mali. Les intellectuels pensent que c'est le devoir des politiques. Non, on a tous un devoir de soutenir cet État, surtout quand il est défaillant, parce qu'on est en insécurité. Mais quand on dit que non, c'est uniquement l'État qui doit nous soutenir, là, le mal blesse. Donc je crois qu'il faut que l'État reprenne un peu le dessus, qu'on donne vraiment du crédit aux cadres. Il y en a ici, il y en a ailleurs. Et quand nous cherchons à venir nous investir dans notre pays, qu'on nous encourage, en tout cas qu'on nous facilite à travailler. Et comme ça, le pays, il va avoir une meilleure image de lui-même. C'est un plaidoyer pour les enseignants? Un plaidoyer pour les enseignants qui sont ici, un plaidoyer pour les enseignants qui sont à l'étranger. D'accord, donc vivement la promotion de l'intégrité, la promotion de l'excellence. Baba l'Arabe, Touré, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vous aussi l'impression que l'intellectuel malien ou les intellectuels africains ont trahi dans le cadre de la citoyenneté? Non, ils n'ont pas autant trahi. Ce n'est pas cela, il s'ajuste à des situations réelles, il s'ajuste. Et maintenant, si les choses doivent changer, c'est par des hommes exceptionnels dans la jeunesse. C'est par des hommes mais on nous a transformés tous en petits malheureux qui n'a d'idéal que son propre ego et ses avantages. Tantôt, il vous parlait du contrôle. Et que les contrôles ont failli. Les contrôles n'ont pas failli. Je vous fais l'inspecteur du Trésor qui parle. Oui. Je vous parle d'une petite histoire. Vers les années 90-2000, à la fin de la législature de Alpha Omar Konaré, il y avait 2 services de contrôle
très très important, le contrôle général d'État et l'inspection des finances. Et on leur a donné des moyens qui dépassent leur salaire en matière d'indemnité, sinon même 2 fois leur salaire. On a tout juste donné ces moyens-là. Ensuite, on leur a donné comme ordonnateur de leur budget. Qu'est-ce que cela signifie? Ils lèvent leur mission et ils ont leurs moyens, ils le font comme ils le veulent. Au même moment qu'on est en train de faire ça, ils n'ont pas commencé que Amadou Toumani Touré est arrivé et il a fait le Végal. D'accord, justement par rapport au Végal, le vérificateur général, on sait que c'est une expérience canadienne, mais au Canada, le vérificateur général au Végal rend compte directement à l'Assemblée nationale qui a pour mission de contrôler l'action gouvernementale. Mais au Mali, c'est tout un processus, toute une procédure. Le vérificateur général, il rend d'abord compte au président de la République, après au Premier ministre, à l'Assemblée et enfin à la presse, conformément à l'article 17 de la loi qui institue le bureau du vérificateur général. Mais pourquoi? Peut-être que nous allons chercher à savoir. Et on me signale que nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Maintenant, nous avons parlé de la responsabilité des intellectuels. Maintenant, nous allons parler de la responsabilité de l'État. Parce que nous avons vu au Mali que avec la gouvernance IBK, on a un portefeuille ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne. C'est quelque part, peut-être que nos gouvernants ont un peu pensé à cela, parce qu'avec la crise de 2012, Monsieur Clément, la responsabilité de l'État, un mot, dans la construction citoyenne. Vous savez, au Mali, nous avons plus de 77% de la société, de la population malienne qui constitue 18-35 ans. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la couche intermédiaire en démographie. C'est eux qui doivent prendre en charge les plus anciens et les plus jeunes. Lorsqu'on rattache la citoyenneté à la jeunesse, c'est parce que c'est comme si on dit que la citoyenneté à la malienne. Parce que la couche la plus importante de cette société constitue les jeunes. Il faut accompagner ces jeunes-là. Il faut leur donner le goût de l'État. Il faut les motiver. Il faut les faire comprendre que le Mali, c'est pour eux. Il faut les faire confiance aussi, M. Ater. Vous savez, on ne peut jamais compter sur une jeunesse qui a perdu sa confiance. Il n'y a pas d'avenir pour une jeunesse qui ne peut plus construire parce qu'elle n'a plus de perspective d'avenir. Il faut également savoir que la responsabilité de l'État, c'est aussi l'information. J'ai défini l'information sous un angle pédagogique. C'est-à-dire lorsqu'on informe, et cette information doit porter sur la formation. Et la formation doit avoir une visée de sensibilisation et de mobilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune Malien aujourd'hui doit savoir pourquoi il est là, comment il est géré, quand est-ce qu'il doit faire quoi et où est-ce qu'il doit le faire. Le jeune Malien, le citoyen malien, même le vieux Malien, doit savoir quel est son devoir, qu'est-ce que l'État attend de lui. Et qu'est-ce que lui, il doit attendre de l'État? Quel est son droit et son devoir? Voilà la naissance du citoyen. Et je termine par une anecdote que j'ai vue tout à l'heure. Je sortais de chez moi, j'ai vu un jeune homme en train de ramasser des papiers et de le mettre dans sa poche. J'ai trouvé ça très bizarre. J'ai dit, mais pourquoi vous ramassez le papier? Il me dit, parce que mes copains ont jeté le papier par terre. Et c'est pas propre. Voilà la naissance du nouveau citoyen malien. Et il y a de l'espoir quand on fera confiance à la jeunesse malienne et qu'on cesse de penser que cette jeunesse n'est pas capable, parce que ça permet de mettre en place une idéologie obscurantiste qui consiste à voiler le regard sur la réalité. La réalité, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, et je le répète, sont plus intelligents, ils sont plus actifs, ils sont plus interactifs, ils sont plus dynamiques, ils sont plus visionnaires que les aînés, que les anciens. Faites-leur confiance, laissez-leur la possibilité de développer leur talent, et c'est cela que réside l'avenir de ce pays. C'est un plaidoyer du professeur Clément Dambélé. Il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées, comme dirait l'autre. Docteur Aïdara, est-ce qu'aujourd'hui, l'État est en train de prendre ses responsabilités pour une citoyenneté responsable? Je ne suis pas tout à fait conscient que l'État prenne ses responsabilités. En tout cas, pas suffisamment, si jamais l'État était en train de prendre ses responsabilités. Je crois qu'il faut aller très vite
très vite parce que ce que moi je crains, je suis psychologue, pas psychologue d'urgence, je n'ai pas envie d'être psychologue d'urgence, c'est qu'on alerte. Il y a des signes qui frappent. Donc on se dit, si on ne fait pas attention, on va droit au mur. L'État doit vite se ressaisir, être très, très, très autoritaire sur certaines choses qui ne doivent pas du tout passer dans cette situation. C'est inacceptable que chaque situation est frustrante pour chaque citoyen. Un exemple, dans la circulation malienne, c'est impossible d'appliquer le code de la route. Tout le monde se croit roi. C'est pas possible. Où est cette autorité? Où est la police? Où est la gendarmerie? Où sont les prisons, les responsables? C'est-à-dire qu'il faut vraiment ce sens de fermeté quand il y a des délits. Je ne parle même pas des crimes. Les délits sont délaissés, les crimes n'en parlons même pas. Vous connaissez bien, on vit des crises depuis un fort moment. Donc je me dis, l'État doit prendre ses responsabilités. Et très vite. Très vite. Que ce soit ce pouvoir ou le prochain, qu'ils prennent vraiment leurs responsabilités. Sinon, à un certain moment, plus on a des frustrations, plus ça pète, comme on dit. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas ses responsabilités, les citoyens vont prendre les responsabilités. Donc soit ils vont s'engager politiquement, plus, davantage, soit ils vont aller à ce qu'on appelle un déchirement total. Et j'espère qu'on n'arrivera pas là. Donc si l'État commence de plus en plus à être ferme sur des principes, sur l'existence de l'État, il s'agit bien de l'intégrité du territoire, il s'agit bien des institutions étatiques, les gens ils vont avoir une certaine satisfaction personnelle. Le bien-être va s'installer au fil du temps. L'État doit prendre ses responsabilités, parole d'un psychologue averti. Bokar Baba Larab, un dernier mot sur la responsabilité de l'État dans la construction citoyenne. Je suis parfaitement d'accord avec les deux. Il y a plus qu'une urgence. Il y a véritablement une urgence. Et comme il le dit, on n'a pas conscience que l'État prend conscience de cela. Ça, c'est très, 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 très important. Mais il faut revenir à une chose essentielle. Il disait tantôt que la jeunesse, avec toutes ses vertus nouvelles, pourra changer les choses. On dit que la jeunesse de maintenant connaît le juste prix de tout, la vraie valeur de rien. En fait, la jeunesse est en train d'être récupérée et d'être utilisée par les anciens. Si vous me le permettez, en 2 mots, rapidement. En 2 mots, oui. Il y a eu un événement très important hier, la motion de censure. Si vous me permettez de dire 2 mots. En un mot, si possible. En un mot. La motion de censure est très fondée, j'ai fini. Elle est extrêmement fondée. Et c'est dans ce cadre d'urgence. En fait, je veux vous dire 2 mots uniquement. Incurie et humiliation. Humilié. En fait, en réalité, le député qui avait utilisé les mots incurie et humilié les a utilisés dans leur véritable acception. Incurie d'ailleurs par rapport à l'insécurité au Mali aujourd'hui. Incurie, c'est cura, ça signifie soin et l'absence de soin. C'est le mot le plus doux qu'on peut utiliser. Humilié. Et on a entraîné les députés, on leur a dit que est-ce que vous êtes humiliés? Certains ont répondu non. Mais c'est des honorables, c'est des élus. En quoi ils peuvent être humiliés? C'est nous autres, c'est la population qui est humiliée, qu'ils devront partager avec la population. Être humiliés dans le sens où, au cas où ils ne défendent pas les intérêts du peuple ou du citoyen qui leur a fait confiance. Mesdames, Messieurs, nous étions avec professeur Clément Dambélé, professeur universitaire très engagé dans la vie associative, docteur Ibrahim Aïdara, psychologue, et Bokar Baba Larab, inspecteur du Trésor. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent agir et qui refusent d'intervenir. Albert Einstein, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée à Africable Télévision.